Le Parlement national a clôturé aujourd'hui la session ordinaire de mars. Au nombre de lois votées figurent en bonne place la loi rectificative du budget national 2016 et le code de la famille. Les élèves finalistes du secondaire sont attendus pour l'examen d'État du 20 au 23 juin 2016, un cas d'école dans la commune de Kinshasa. Eden Kodjo va se rendre incessamment à Bruxelles et à Paris, rencontrer Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS, et Michel Jean, secrétaire général de la francophonie. Ceci dans le but d'aplanir les divergences autour du dialogue politique en gestation. Antana, le journal, Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir encore une fois. J'ai le plaisir de partager ce plateau pour vous présenter cette grande édition du journal sur Antenne AM avec Natacha Bomongo. Bonsoir. Bonsoir Eric. Et nous allons tous prendre la direction du Palais du Peuple, siège du Parlement national, pour vous dire qu'au partant de la loi rectificative de la loi portant sur le budget national pour l'exercice 2016, la loi portant sur le code de la famille en vue de la rendre conforme à l'esprit et à la lettre de l'actuelle constitution en vigueur en République démocratique du Congo et la loi portant sur la protection de l'enfant congolais, l'Assemblée nationale dirigée par Aubin Minakou a clôturé aujourd'hui la session ordinaire de mars 2016, riche en production législative, autant dans les contrôles de l'ensemble de l'action gouvernementale au pays. Les députés nationaux ont priorisé aussi les travaux liés notamment au projet de loi sur la sécurité sociale en République démocratique du Congo, l'enquête menée au niveau du Fonds pour la promotion de l'industrie FPI avant de clôturer proprement dit le travaux. Il faut retenir globalement pour le Parlement congolais qu'au sujet notamment du code de la famille, les fondamentaux ont été davantage explicités. La famille au Congo-Kinshasa est donc composée d'un père masculin, d'une mère féminin et des enfants. Nous l'avions prédit hier, ça y est, et c'est officiel, votre rédaction ne s'est pas trompée, c'est Rémi Massamba Makissi qui a été élu deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, remplaçant ainsi Kombo Kissi, décédé le 14 avril dernier à Paris, en France. La majorité absolue de voix n'ayant pas été atteinte au premier tour du vote, le président Aubin Minakou a décidé, selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, d'aller au deuxième tour, à l'issue duquel Rémi Massamba Makissi l'a remporté avec 227 voix contre 222 voix obtenues par son challenger sérieux, Toussaint Alonga. Écoutons le propos du député Rémi Massamba peu avant son investiture en tant que deuxième vice-président de l'Assemblée nationale RD congolaise au micro de Hugo Moussangilay. Nous sommes sollicités pour le suffrage. Vous allez assister au honorable président en accédant aux fonctions de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et permettre à notre auguste Assemblée de poursuivre cette comme le veut la tradition de notre Assemblée. Ce poste revient à l'opposition et en principe à l'UDPS, dont était issu le très regretté collègue et dont je suis membre depuis 1991. L'avis de député honoraire existe. Mais tout cela ne suffit pas, chers collègues, tout cela ne suffit pas pour s'asseoir au bureau. C'est d'abord votre confiance que je souhaiterais mériter. Et c'est à votre suffrage que je fais appel. Étant un candidat parmi tant d'autres, le choix dépend de chacune et de chacun d'entre vous. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit la nature du choix, ce qui doit le plus compter aujourd'hui et demain, ce sont les objectifs que nous nous assignons pour le fonctionnement optimal de notre institution et pour son efficacité. Nous restons au Palais du Peuple, mais cette fois-ci nous changeons de chambre. Et vous le savez, c'est aussi aujourd'hui mercredi que la Chambre haute du Parlement, dirigée par Léon Kengoa Dondo, a clôturé sa session ordinaire de mars 2016. Bien avant cette séance, il faut dire que les sénateurs ont tenu d'abord à finaliser les travaux relatifs au projet de loi pour lequel il y avait nécessité d'aplanir les divergences avec la Chambre sœur des députés nationaux, notamment le projet de loi portant sur la sécurité sociale
en République démocratique du Congo. Rappelons surtout que les sénateurs ont fait un point d'honneur au sujet de l'examen du projet de loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs congolais estimés entre 42 et 45 millions. Les élus n'ont pas manqué de marteler sur la nécessité d'intégrer les nouveaux majeurs, les électeurs omis autrefois lors des différents scrutins organisés en 2011, ainsi que les compatriotes vivant à l'étranger, appelés autrement la diaspora. Du travail abattu, les sénateurs ont été fiers des initiatives prises, notamment dans leur rôle plutôt de contrôle de l'action de l'exécutif congolais, au cours de laquelle on a vu venir plusieurs ministres qui ont défilé au devant des sénateurs pour s'expliquer pour un cas ou un autre. Politique toujours, les facilitateurs du dialogue politique voulu inclusif en République démocratique du Congo, Edem Kodjo, a décidé d'aller, on l'a dit hier, à Bruxelles et à Paris pour y rencontrer d'un côté Etienne Tshisekedi Wamulumba, président de l'UDPS, et Michael Jean, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, dans sa conférence de presse qu'il a tenue hier dans la soirée à la Gombe. L'ancien Premier ministre togolais a indiqué vouloir trouver un terrain d'entente et surtout avoir un même entendement dans les différents mots utilisés par les acteurs engagés pour ce dialogue au pays. Alain Kiuka pour le détail. Selon Edem Kodjo, la poursuite des préparatifs du dialogue politique national inclusif dépendra en grande partie des échanges qu'il va avoir avec Etienne Tshisekedi. Le facilitateur du dialogue a annoncé à la presse son voyage dans les heures qui suivent à Bruxelles pour y rencontrer le président de l'UDPS et président du comité des sages mis en place à l'issue du conclave de l'opposition à Bruxelles. Il sera question de rechercher à obtenir de sa part des éclaircissements sur les résolutions prises lors de ce conclave. Une autre, que certains concepts sont identiques et que nous pouvons désormais aller de l'avant. Après ce voyage de Bruxelles, je descendrai sur Paris où je compte rencontrer Madame Jean, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, avec qui je me suis entretenu d'ailleurs aujourd'hui, et qui est également pressé de se voir confirmer le rôle qu'on demande à son organisation d'assumer et d'obtenir toutes les précisions qui concernent notamment leur soutien et leur participation dans le processus. De là, je reviendrai sur Kinshasa et je vais essayer de convoquer dans les meilleurs délais la première réunion du groupe dit de soutien. Pour Edem Kodjo, la création d'un groupe de soutien international à sa facilitation tente à répondre aux exigences maintes fois formulées par l'opposition. Celle-ci a toujours réclamé la mise sur pied d'un panel de facilitateurs désignés par la communauté internationale. Ceux qui sont des institutions, ils sont dans le groupe de soutien, je vous laisse le terme panel, dans le groupe de soutien, ce sont des institutions dont tout le monde connaît la capacité à intervenir, des gens qui ont pu établir des relations, des institutions qui ont su établir des relations privilégiées avec le pays et donc qui sont utiles lorsqu'on arrive dans quelque chose aussi délicat que ce dialogue, qui peut nous aider à aller de l'avant. C'est ça seul qui compte. Et le groupe de soutien est chargé de soutenir l'action du facilitateur, de se réunir périodiquement avec le facilitateur, de s'informer de la façon dont le dialogue se passe et de dire les difficultés que le facilitateur rencontre. En tout cas, pour le facilitateur désigné par l'Union africaine, la porte n'est pas fermée. Il y a encore une possibilité de dialoguer avec l'opposition, même s'il faut souligner que l'UDPS continue à exiger la présence des États-Unis d'Amérique dans le panel de facilitation. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a entamé aujourd'hui, mercredi, une campagne d'éducation civique et électorale axée autour du thème « L'engagement des citoyens pour l'amélioration de la situation dans le pays en vue du développement ». Cette campagne vise à sensibiliser la population RD congolaise pour qu'elle accompagne le processus électoral enclenché au Congo-Kinshasa. Sylvie Fortuné Mboula, Foura Omari et Mathieu Gadimpovi.
Cette campagne d'éducation physique et électorale qui vient d'être lancée ce jour par la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO consiste à sensibiliser la population RD congolaise à s'engager pour améliorer la situation actuelle du pays et accompagner le processus électoral. Pour le coordonnateur du projet, André Bekambo, cette campagne vise à couvrir toutes les provinces du pays. Elle sera menée à la base, c'est-à-dire les paroisses catholiques, les églises et les communautés de croyants. L'Église catholique, fidèle à sa mission prophétique, s'est engagée à accompagner par la prière et l'éducation civique les processus démocratiques dont dépend l'avenir de la nation. Voilà qui fait dire à Monseigneur Nicolas Djomo, évêque de Tchoumbé et président de la SENCO, que cette campagne vise aussi à contribuer à la transformation des mentalités. Et la dernière décision revient au peuple, a fait savoir l'abbé Léonard Santedi, secrétaire général de la SENCO. C'est que nous voulons à travers ce projet que la population ne se sente pas, si vous voulez, passive, en disant bon, ben, on est là, on ne sait pas. Non, que la population soit amenée à réfléchir sur la situation. Réfléchir sur la situation, pourquoi? Pour le développement, pour son engagement et pour qu'elle dise son mot. C'est cela, amener la population à dire son mot de manière non violente pour l'amélioration de la situation du pays. Il faut dire que ce projet a été financé par le gouvernement canadien qui poursuit la promotion de la démocratie, de la stabilité et la sécurité, ainsi que l'amélioration de l'avenir des enfants et de jeunes RD congolais. La MONUSCO et la FECOFA vont désormais travailler ensemble pendant 2 ans pour lutter contre le recrutement des enfants dans les groupes armés en République démocratique du Congo. Ces partenariats scellés interviennent à la veille de la célébration de la 25e journée internationale de l'enfant africain. C'est le principal sujet évoqué ce mercredi 15 juin au cours du point de presse hebdomadaire au niveau de la MONUSCO où l'on retrouve Sylvie Fortuné Mboula. À l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain, commémorée le 16 juin de chaque année depuis 1976, les léopards de la République démocratique du Congo prennent leur bâton de pèlerin et se joignent aux efforts de l'ONU et du gouvernement RD congolais pour lutter contre l'utilisation des enfants dans les groupes armés en République démocratique du Congo. Ainsi, la FECOFA, à travers l'équipe nationale de football, s'est engagée à soutenir la campagne « Libérer les enfants de groupes armés » pour une période de 2 ans. Voilà qui justifie ce mercredi la présence de Maître Emmanuel Kandé, porte-parole de la FECOFA, à cette conférence de presse de la mission onusienne. Ces partenariats entre la FECOFA et la MONUSCO à caractère humanitaire consistent à lutter contre le recrutement des enfants dans les groupes armés. Maître Kandé a précisé que les footballeurs RD congolais, les léopards, vont s'impliquer dans cette campagne en livrant des matchs dans les zones de conflit. Sur le chapitre politique, la MONUSCO a suivi avec beaucoup d'intérêt le conclave de l'opposition qui s'est déroulé à Bruxelles. Elle a salué cette initiative et continue d'encourager l'organisation du dialogue en République démocratique du Congo, tout en saluant le travail fait par le facilitateur Edem Kodjo qui doit se rendre à Bruxelles, capitale belge, rencontrer quelques leaders de l'opposition. Les paludismes tuent et pour y mettre fin, nous devons être certes propres au corps, mais aussi au niveau de notre milieu de vie de tout le jour. Natacha Beaumont. Justement, l'association de santé familiale ACF a sensibilisé la population de la commune de Kintambo sur le paludisme et les jeunes ont été appelés à utiliser la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Dieu merci de Mabiala, David Tembeni pour le reportage. ASF, Association de santé familiale, était à l'œuvre samedi dans la salle Top Chrono de Kintambo. L'objectif poursuivi à travers cette rencontre avec les jeunes était de les sensibiliser sur le paludisme. Ils ont eu droit aux notions élémentaires pour prévenir, mais également des mesures à prendre pour éviter cette maladie, cause d'une forte mortalité en RDC. Et ce sont les jeunes de l'église Mangembo qui étaient à l'honneur. Nous sommes ignorants de la malaria. Mais de ce que le docteur vient de nous présenter, c'est quelque chose à apprécier. Nous croyons que dans l'avenir, de telles informations, c'est bien pour les Congolais. Entretenir notre environnement pour ne pas permettre la multiplication de moustiques, la propreté, le système de moustiquaires est très important. Le représentant de ASF a en outre sensibilisé les jeunes sur l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides et les purifiants d'eau. Le produit, c'est
ce sont les ACT qui sont recommandés par le programme national de lutte contre le paludisme. Le programme national de lutte contre le paludisme, c'est un programme que l'État a créé pour gérer la situation du paludisme ici en RDC, c'est-à-dire lutter contre le paludisme. Avant de terminer cette activité, un test de détection du paludisme, autrement dit malaria, a été fait sur place et des ACT feuilles vertes ont été remis aux participants par le représentant de ASF. Les parlementaires ont été aussi sensibilisés sur le problème du paludisme. À l'issue de cette journée parlementaire sur la lutte contre le paludisme, de recommandations ont été formulées, parmi lesquelles veiller à ce que la loi cadre soit prise en compte. Une fois de plus, Dieu merci de Mabiala. Le paludisme constitue l'un des grands problèmes de santé en République démocratique du Congo. Il est aussi un frein au développement du fait qu'il est l'une des causes majeures de la pauvreté. Raison pour laquelle les parlementaires réunis à travers leur réseau ont été sensibilisés sur la lutte contre cette maladie qui est à la base de beaucoup de décès au Congo démocratique. Le paludisme est la première cause de l'absentéisme à l'école, de l'absentéisme au travail. Parlant des milieux ruraux, parce que la majorité de notre population vit en milieu rural, c'est la première cause de l'absentéisme au niveau du champ. Nous voudrions souligner l'importance de la rencontre d'aujourd'hui, dont les échanges vont permettre à chacun de comprendre combien le fléau dont il est question devrait empêcher à chacun de nous de passer une seule nuit de l'année sans souci, car son impact est énorme. Avec l'élaboration et l'adoption du nouveau plan stratégique national de lutte contre cette maladie, il est impérieux que des mesures urgentes soient prises, notamment le vote de la loi cadre sur la santé. Cela passe nécessairement par l'information sur cette endémie, l'outil de mise en œuvre qui est le plan stratégique national de lutte élaboré par le programme national de lutte contre le paludisme et ses partenaires, l'initiative Faire reculer le paludisme. À l'issue de cette journée parlementaire sur la lutte contre le paludisme en RDC, des recommandations ont été formulées, parmi lesquelles veiller à ce que la loi cadre sur la santé prenne en compte la gratuité des soins aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans pour toutes les pathologies, vulgariser le plan stratégique national, la moustiquaire, la pulvérisation, la quinine et le traitement des masses en cas d'épidémie. Tout autre chose à présent, l'Union nationale de presse du Congo, UNPC, a relancé la mutuelle de santé des professionnels de médias. Ceci pour assurer leur prise en charge médicale. Laetitia Nwadi, Mathieu Gadibouvi. La mutuelle de santé des professionnels de médias de la RDC a été relancée par l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. En effet, cette structure a pour objectif d'assurer la prise en charge médicale des journalistes reconnus par l'UNPC au prorata de leur contribution. Lorsque le journaliste est malade, mais il est sérieusement malade parce qu'il n'y a personne pour le prendre en charge. C'est dans cet esprit que nous avons initié ce projet qui date de longtemps, mais qui a eu des problèmes au niveau des animateurs que nous avions désignés à l'époque. C'est ainsi que maintenant nous avons relancé pour que les journalistes puissent se prendre en charge. Dans le souci de rendre possible cette structure au bénéfice des professionnels de médias qui sont confrontés à des difficultés salariales, le nouveau comité de cette mutuelle promet de faire mieux. Je tiens d'abord à remercier le président de l'UNPC pour la confiance qu'il m'a faite en me désignant directeur de cette mutuelle. Cela dit, pour moi c'est un défi et une préoccupation personnelle en ce qui concerne la prise en charge du social des journalistes. C'est devenu un défi aujourd'hui parce que je vais devoir essayer de le faire au niveau national. Je vais m'employer à ce que tout aille pour le mieux. Signalons que cette mutuelle de santé est créée depuis 2008 pour permettre aux professionnels de médias de la RDC d'accéder facilement aux soins appropriés grâce à des cotisations internes et régulières de chaque membre.
Quittons la santé pour parler de préparatifs de l'examen d'État 2015-2016. Le 20 juin approche à pas des géants. Cette date pour l'édition d'examen d'État 2015-2016 va consacrer les débuts de cette épreuve pour les finalistes des humanités. Mathieu Ngadipovi, Patricia Bassois, Foura Omari sont allés constater le préparatif de ce rendez-vous dans la commune de Kinshasa. Suivez. Plus que quelques jours nous séparent de la date du début de l'examen d'État, édition 2016, prévue le 20 juin. À l'échelle nationale, les élèves finalistes du secondaire se préparent pour ce rendez-vous, un cas parmi 1000, au complexe scolaire Alliance Ouest africain de la commune de Kinshasa. Pendant que les autres ont déjà débuté leurs grandes vacances, ces finalistes accélèrent dans l'assimilation des leçons apprises depuis le cursus du primaire pour réussir à ces épreuves. Chez nous avons toujours pris des précautions. Depuis la hors-session, nous préparons les élèves sur la façon que les examens se déroulent. Même maintenant, exactement, ils sont là, le moral très haut. Les responsables d'école ne relâchent pas dans l'encadrement, mais les élèves de leur côté aussi se disent prêts à affronter l'examen d'État. L'école nous a bien préparés. On est l'un des rares écoles à étudier en uniforme jusqu'à 4 jours de l'examen d'État. On est là, on est en train de préparer, on résout nos items avec nos professeurs. Ils nous encadrent bien. On est capable d'affronter l'examen d'État. C'est une épreuve, malgré tout c'est difficile, mais on est prêt pour l'affronter. La 6e, c'est une classe où il faut que vous mettez vraiment à travailler, c'est donner à fond pour pouvoir affronter l'examen, tout ça, vous voyez. Mais la difficulté majeure pour la plupart des candidats de secondaire s'avère être liée au paiement de frais scolaires, difficile à honorer par les parents. La grande difficulté que nous fréquentions, c'est souvent le problème d'argent. L'argent pour les participations, des fois les parents n'ont pas, mais ils font de leur mieux. Et puis des fois, on peut avoir... Bon, il y a d'autres élèves qui ne viennent pas, ça fait un peu blocage. L'examen d'État reste maintenu du 20 au 23 juin 2016 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Toujours dans le même registre, l'examen d'État commence le 20 juin et pour cette épreuve nationale des finalistes des humanités, l'on utilise la grille électronique. Comment l'utiliser? Nos reporters sont allés à la rencontre de l'inspecteur principal provincial Kin Centre dans la commune de Kassavubu pour obtenir des explications. José Moussongana pour Policia quoi. La grille électronique n'est rien d'autre que la grille d'examen que les élèves vont utiliser en noircissant chaque case dans leur passation de cette épreuve. François-Xavier Moubaye, inspecteur principal provincial Kinshasa Centre, explique la procédure. Quand l'enfant a résolu les questions, les réponses qu'il trouve, les dernières réponses qu'il trouve, il les met dans la grille des réponses que nous voyons là-bas. Si l'enfant n'a pas bien rempli la grille électronique, il a commis une erreur quelque part, son papier, sa grille des réponses risque de se retrouver dans une province qui est loin de la sienne. Où est-ce qu'il trouve les éléments pour mettre dans la grille ici? C'est dans la carte d'accès. À leur tour, les chefs d'établissement ont inculqué ces notions à leurs élèves. Nous sommes en train d'apprendre la grille électronique. On peut être intelligent, on peut bien travailler, mais quand ça répond, il faut bien répondre, mais s'il ne connaît pas la grille, il ne saura pas comment classer ses réponses. Le candidat remplit ces 14 chiffres ici et il va noircir les différentes cases correspondant par rapport à ces codes-là. Aux élèves finalistes de respecter scrupuleusement ces instructions ou consignes afin de réussir. On ne peut que souhaiter bonne chance à tous les finalistes. Et l'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Eric Izami. Après la tuerie dans la discothèque, la ville d'Orlando, en Floride, aux États-Unis, connaît encore une autre histoire dramatique, celle d'un enfant de 2 ans emporté par un alligator à Disney World. Et l'émotion, toujours en France, après l'assassinat d'un couple de policiers, 3 personnes de l'entourage du tueur ont été mises en garde à vue. Il s'agit de Larossi, Ablala, qui ont été aussi appréhendés. Suivez. C'est ce que tentent de mettre au clair actuellement les enquêteurs. 3 personnes de son entourage ont été placées en garde à vue.
2 de ces 3 suspects appartenaient il y a 5 ans à la même filière djihadiste pakistano-afghane pour laquelle Larossi Abala a été condamné par la justice. Alors a-t-il été influencé? S'est-il radicalisé seul et comment? Son ancienne petite amie, qui l'a connu dans la cité de son enfance au Mureau, décrit un homme très pieux, mais absolument pas violent. Il s'est rapproché de Dieu, il a voulu faire ses prières correctement. Ça m'a pas effrayé parce qu'il était normal. Il disait juste j'espère un jour tu porteras le voile, j'espère que tu seras comme ça. Mais à aucun moment il m'a jugé, à aucun moment il a arrêté de parler avec moi parce que j'étais pas voilée ou parce que j'avais un jean troué ou un cuir. À aucun moment. Leur dernier contact remonte à il y a 3 jours. Il m'a dit ouais j'ai besoin de te voir 10 minutes, faut qu'on se parle et tout. Je pouvais pas. Après j'ai plus de nouvelles. Avant-hier c'est moi qui lui ai envoyé un message, il m'a pas répondu, j'ai essayé de l'appeler, ses numéros ils marchaient plus. C'était comme si on avait coupé la ligne ou résilié la ligne, un truc comme ça. Larossi Abala est aujourd'hui décrit par ses fréquentations comme un garçon souriant, inséré, travailleur. Mais il a laissé une toute autre image de lui à l'administration pénitentiaire lors de son passage en prison. Les 12 premiers mois de son incarcération de mai 2011 au printemps 2012, il a eu un comportement très engagé dans le prosélytisme islamique. Il était devenu un référent spirituel pour les siens et il avait organisé un réseau avec des fidèles et puis des originaires des Yvelines pour dynamiser tout ça. À tel point qu'il est transféré de prison de Poissy au Mans, puis à la Santé. À sa sortie, Larossi Abala n'est plus le même homme selon ses proches. Il semble beaucoup moins radical. Les écoutes téléphoniques des services de renseignement ne décèlent d'ailleurs aucun discours dangereux. Était-ce une stratégie pour ne pas attirer l'attention? C'est sans doute l'un des éléments clés de cette enquête. C'est ici qu'une famille américaine passait du bon temps. Nous sommes sur le site d'un hôtel du parc Disney World à Orlando. Vers 21h hier, leur vie bascule. Leur fils de 2 ans joue sur le rivage d'un lac artificiel. Un alligator surgit alors et s'attaque à lui. Pris de panique, le père se jette à l'eau pour tenter de le sauver. Son épouse le suit mais en vain. Le couple a vu le reptile s'éloigner avec l'enfant dans la gueule. En tant que père et grand-père, nous espérons le meilleur dans ces circonstances. Mais en vertu de mes 35 ans d'expérience professionnelle, nous savons que nous avons des défis qui nous attendent en ce moment. Nous avons demandé à des officiers de différentes régions de venir apporter leur aide. Nous mettons tous les efforts en œuvre pour localiser l'enfant et capturer l'alligator. Les autorités estiment que le reptile mesure entre 1 et 2 mètres de long. L'enfant reste introuvable, mais les recherches se poursuivent. Nous avons plus de 50 personnes du maintien de l'ordre qui sont ici sur les lieux et qui cherchent toujours activement près du lac. 2 unités marines sont également sur le coup pour tenter de retrouver l'enfant. Sur le site où se prélassait la famille, une pancarte indiquait pourtant baignade interdite. En Floride, la présence d'alligators est fréquente, mais le personnel du parc Disney ne les laisse pas s'approcher des clients. Enfin, cela c'était en théorie depuis la tragédie d'hier. On va quitter Orlando pour revenir sur Kinshasa et compléter l'actualité avec la revue de presse dans une sélection et commentaires signée pour vous par Sylvain Kapombo Bosengele. Bienvenue à cette revue de presse, mesdames et messieurs, bonsoir. Dialogue national et inclusif. Bientôt un autre face-à-face, Edem Kodjo, Etienne Tshisekedi, titre l'avenir. Au menu, l'examen des conclusions du conclave du 8 au 9 juin 2016. Face aux questions de l'heure et aux retards accumulés pour la tenue du dialogue national et inclusif, les facilitateurs Edem Kodjo a annoncé à la presse congolaise et étrangère son chronogramme pour faire avancer les choses. Il s'est dit satisfait d'une nouvelle architecture conçue pour renforcer et rendre opérationnelle la facilitation du dialogue, sans oublier sa confirmation en tant que facilitateur international. Il a décidé d'être élu deuxième vice-président. Désormais, le fauteuil du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale ne sera plus vide. La fumée blanche est donc finalement sortie de l'aile gauche de l'hémicycle. Rémi Massamba a été élu à ce poste. La sentence des scrutateurs a été prononcée hier mardi, le 14 juin, au terme du second tour d'un vote secret organisé dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Sur un total de 352 députés ayant participé au scrutin, 227 ont exprimé leur suffrage à Rémi Massamba.
Par contre, son challenger, Toussaint Alonga, s'en est tiré avec 122 voix. 3 bulletins ont été déclarés nuls. Cette élection lève ainsi et, de manière définitive, les suspens sur les successeurs de Timothée Kombonkis. Et ça sera tout pour ce soir. Bonsoir chez vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous allons dire merci à Natacha Bomongo qui a accepté de partager avec nous ce plateau pour vous informer. Et à vous, chers téléspectateurs également, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos programmes. Bonne soirée dans vos familles. Au revoir.